La santé mentale des jeunes ne cesse de se dégrader. Hausse des taux de suicide, prise de drogue, déscolarisation. Comment faire pour aider nos jeunes à se sentir mieux dans leur peau? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Christophe Souriau, vous êtes chercheur en santé des populations. Bonjour. Bonjour. Thierry Bigot, vous êtes psychiatre à l'Hôtel-Dieu et vice-président de l'association Respect, réseau de soins psy pour les étudiants. Bonjour. Bonjour. Thibaut Gravant, vous êtes psychologue au Centre de prévention du suicide. Bonjour. Bonjour. Et Jeanne Patureau, journaliste au Figaro étudiant. Alors, tout d'abord, on va regarder un petit peu ensemble. Les étudiants vont-ils de moins en moins bien, Jeanne? Oui, le constat global autour de la santé mentale est assez alarmant. Depuis 2020, le moral des jeunes est moins bon. C'est ce que démontre la dernière étude de Santé publique France, qui révèle que le nombre d'idées suicidaires a doublé chez les jeunes de 18 à 24 ans depuis une dizaine d'années. Et là où c'est encore plus alarmant, c'est que le nombre de tentatives de suicide a lui aussi doublé depuis environ 2017. Le sujet inquiète tellement qu'il a été mentionné par Gabriel Attal lors de son discours de politique générale lorsqu'il est devenu Premier ministre. Comment expliquer ces chiffres? Alors 2020, c'est une année dont tout le monde se souvient puisqu'on a été confinés plusieurs fois à cause du Covid-19. Donc forcément, ça a été une année extrêmement éprouvante pour les étudiants. Leurs cours ont souvent été supprimés et dans le meilleur des cas, ils ont été passés au distanciel. Donc ils ont forcément été isolés et très, très marqués par cette période. Mais là, on aurait pu penser que c'était une sensation qui était finalement assez provisoire et au moment du déconfinement, les étudiants allaient se sentir mieux. Bien finalement, c'est le contraire puisque leur santé mentale s'aggrave. Cette situation a mis en lumière leur sensation d'isolement, aussi de précarité, qui finalement était peut-être passée sous silence avant les différents confinements. Et puis ça a également mis en lumière le manque d'accompagnement psy chez ce public-là. La plupart des syndicats, notamment d'infirmiers, révèlent qu'il manquerait environ 15 000 médecins scolaires pour que ce public soit accompagné suffisamment. Alors, est-ce qu'il y a certains profils qui sont davantage touchés que d'autres? Oui, ce sont surtout en fait les jeunes filles qui sont touchées par ces idées noires et cette baisse de morale. C'est ce que montre également la DREES, donc la Direction de la recherche et des statistiques publiques, qui explique qu'il y a eu une hausse de 63% du nombre de jeunes filles, mais vraiment très jeunes, c'est-à-dire de 10 à 14 ans, une hausse de 63% de tentatives de suicide chez ce public-là, ce qui est assez effrayant. Et pour expliquer la différence entre les garçons et les filles, eh bien, la plupart des psychiatres expliquent que les filles vont avoir tendance à projeter leur mal-être et leur malheur contre elles, et donc là où les garçons vont plutôt le projeter contre les autres. J'ai une question pour vous, Christophe Souriau. D'abord, on avait la vie difficile, nous aussi, les jeunes de notre époque, des années 80, et pourtant notre santé mentale n'était pas plus aggravée qu'aujourd'hui. Comment on peut expliquer qu'aujourd'hui les jeunes soient si mal? J'ai vraiment l'impression, effectivement, qu'il y a une aggravation de la santé mentale des jeunes par rapport aux générations précédentes. Et dès qu'on a dépassé l'âge de 30 ans, on a du mal à réaliser ça et à réaliser toutes les contraintes auxquelles ils sont exposés. Bien sûr, les contraintes matérielles dont a parlé Jeanne, les contraintes économiques, le fait de réussir ses études, mais aussi beaucoup les contraintes autour du réchauffement climatique et de l'environnement qui les impacte directement. Et puis là-dessus est arrivé le Covid, effectivement, qui a vraiment aggravé les choses. Thierry Bigot, vous êtes psychiatre à l'Hôtel-Dieu. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de suicides ou même de consultations dans des formations plus exigeantes? Est-ce qu'on se suicide plus ou on consulte plus lorsqu'on vient de classe préparatoire, de médecine, de droit? Mais difficile de répondre par rapport à ça. Le niveau d'exigence est un des facteurs qui peut être qui est contributif, en tout cas, au risque suicidaire, ou en tout cas au mal-être des étudiants. Mais il y a tellement de facteurs qui interviennent que c'est trop difficile. Il n'y a pas de choses précises, en tout cas, ou de chiffres précis qui nous permettraient de dire que ça serait plus important dans telle ou telle structure. Il est bien évident que plus le niveau d'exigence est important, plus la pression ressentie est importante, plus c'est un des facteurs, en tout cas, possibles de risque suicidaire ou en tout cas de mal-être étudiant. Mais il y en a bien d'autres. Thibaut Gravant, quel est le profil des jeunes, des étudiants qui viennent à vos consultations ?
Alors, il n'y a pas un profil type. On reçoit selon différents profils. Ce qu'on retrouve comme point commun, c'est des grands sentiments de vide intérieur, de sens par rapport à la vie, à ce qu'ils font. C'est aussi beaucoup de personnes et beaucoup de jeunes qui ont accumulé différents facteurs de risque dans leur enfance ou dans leur parcours de vie. Quel type de risque? De facteurs de risque? Oui. Ça peut être, elles sont très variées, ça peut être des situations d'adversité dans l'enfance, de situations de maltraitance, d'agression, des antécédents psychiatriques ou de tentatives de suicide ou de suicide dans leur famille. Ça peut être des conduites d'addiction, des conduites de consommation. Elles sont très variées. Est-ce que la drogue a un impact? Enfin, est-ce que c'est une des causes? Est-ce que le fait que la drogue soit beaucoup plus accessible aujourd'hui, c'est un des facteurs de la dégradation de la santé mentale? Alors, c'est un facteur qu'on dit contribuant. Ça va participer au processus suicidaire et ça peut aussi être un facteur précipitant. Il y a beaucoup d'études qui montrent que l'alcool, je crois que multiplie par 10 le risque de passage à l'acte suicidaire, par exemple. Parce que voilà, ça désinhibe, enfin l'éthanol désinhibe et il y a un passage à l'acte plus accessible, entre guillemets, sous alcool. Thierry Bigot, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Est-ce que le fait que la drogue soit, pas en vente libre, mais presque, est-ce que ça a un impact? Est-ce que c'est un facteur déclenchant des crises de suicide? Oui. C'est souvent associé. Maintenant, est-ce que ça fait partie des facteurs? Est-ce que c'est la poule et l'œuf? Voilà, c'est ça, c'est toute la difficulté. On sait très bien par rapport aux addictions globalement que bien souvent, quand elles débutent, elles ont à voir avec une histoire personnelle, avec une problématique personnelle, une histoire traumatique par exemple, ou autre, des abus par exemple, notamment, ou des carences affectives, souvent des ruptures, des deuils bien sûr, tout un tas de choses, et que ça commence souvent en lien comme ça avec un mal-être, et avec l'idée de potentiellement, ça va permettre de combler un peu ce mal-être. Mais le problème de toutes les addictions, c'est qu'à un moment donné, elles vont évoluer pour leur propre compte. Et qu'à un moment donné, on n'a plus un seul problème, on en a deux pour le prix d'un, excusez-moi du terme. Donc on a le sentiment de vide, l'angoisse, et puis le problème de l'addiction, qui est un problème... Qui va se surajouter. Et qui, bien sûr, est un problème qui est... Je ne suis pas sûr qu'il soit plus fréquent aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, qu'il soit plus fréquent aujourd'hui qu'il n'était antérieurement. Dans les années 60, 70, on se droguait aussi beaucoup, j'imagine. C'était une période d'expérimentation. Tout comme beaucoup de choses, par exemple, ont évolué dans les diagnostics. Dans les années 60, on ne parlait pas encore énormément d'un certain nombre de types de troubles, comme les troubles borderline, par exemple, qu'on voit beaucoup chez les étudiants, parce que c'est souvent une population jeune. On en parlait peu, et les évolutions sociétales de cette époque ont probablement contribué à l'émergence d'un certain nombre de difficultés, et une expression symptomatique qui était une expression, en tout cas des difficultés, qui était différente et qui s'est modifiée au fil du temps. Vous voyez les effets de ces modes dans vos consultations? De ces modes par exemple, des modes il y a eu les modes de scarification, les modes de... c'est selon les périodes, en fait, finalement. Je ne sais pas si on peut parler de mode, mais je ne sais pas trop comment vous répondre. Ouais. Les cas les plus fréquents que vous voyez dans vos consultations, c'est quoi? Des personnes qui ont fait déjà des tentatives de suicide, beaucoup d'endeuillés, de jeunes endeuillés par suicide. C'est-à-dire qu'ils connaissent des suicides dans leur entourage? Dans leur entourage. Donc on sait que c'est un facteur de risque en plus de ce qui peut... Voilà, le côté contagieux, finalement, du suicide, qui est bien connu. En tout cas, quelque part, ça va lever un verrou psychiquement. Ça devient une solution possible. Et donc ça peut créer un facteur de risque encore plus, et en plus de la souffrance qui est générée par le fait d'être en deuil de son proche, par exemple. Oui, ça c'est un phénomène qui est connu depuis longtemps, le phénomène d'imitation. Je vais donner la parole à Jeanne Patureau, qui va nous expliquer que le sport peut être aussi un médicament. Oui, parce que le sport procure une sensation de plaisir et de bien-être, qui est des sensations qui sont essentielles. On se sent moins fatigué, on se sent plus motivé, on est bien dans son corps. Mais aussi, c'est plus chimique que ça, puisque lorsqu'on fait du sport, on sécrète de nombreux neurotransmetteurs, comme la dopamine ou la sérotonine, qui est l'hormone dite du bonheur.
l'hormone du bonheur. Est-ce que ça permet d'éviter la dépression ? Alors oui, une étude de l'Université de Hong Kong a comparé les symptômes dans différents groupes d'étudiants et de jeunes. Alors il y avait le groupe de jeunes qui se sentaient mal mais qui ne faisaient pas de sport, et puis le groupe de jeunes qui se sentaient mal mais qui faisaient du sport. Et bien surprise, ceux qui font du sport régulièrement finalement ont réduit leurs symptômes dépressifs, donc ils se sentaient moins fatigués, ils avaient moins d'idées sombres. Et là où c'était encore plus flagrant, c'était chez les jeunes qui pratiquent le sport de 10 à 15 fois par mois, donc une fois tous les 2 ou 3 jours. Alors, est-ce que le sport est recommandé par les spécialistes ? Alors, il ne fait pas encore office d'antidépresseur. En revanche, il peut être vivement recommandé par les praticiens, et il l'est depuis une quinzaine d'années en France. Il est fréquemment devenu le premier traitement pour les formes légères de dépression, et souvent accompagné évidemment d'autres thérapies. La Haute Autorité de Santé affirme notamment que pour les patients qui sont atteints de dépression légère à modérée, le fait de faire du sport, alors avec à la fois du renforcement musculaire et puis une pratique où on se dépense et on essaye son endurance, eh bien, ces pratiques-là sont à peu près l'équivalent de 3 mois de traitement médicamenteux ou psy. D'accord, donc c'est dans les hôpitaux, on met en place des systèmes pour justement pour aider les jeunes. Oui, c'est de plus en plus encouragé dans les hôpitaux de créer des endroits où les patients puissent en effet pratiquer ce sport, et notamment à Sainte-Anne qui dispose d'un terrain de tennis, mais pour lequel les autorités encouragent aussi à développer d'autres infrastructures pour que les patients aient beaucoup plus accès à des pratiques sportives, que ce soit la course, la natation. Alors, qui veut commenter le sport, un nouveau médicament ? Moi, je veux bien, alors, parce que dans nos études de population chez les étudiants, on a également vu cet effet, et notamment au moment des confinements, au moment du Covid, les étudiants qui réussissaient à avoir toujours une activité physique avaient moins de symptômes dépressifs que les autres. Il y a beaucoup d'études convergentes sur ce sujet, hein, donc vraiment je pense qu'il y a une réalité qui est là. Il y a un consensus. Oui, alors ensuite, quel est l'impact réel ? C'est assez complexe de le mesurer, mais en tout cas, le recommander, le proposer, ça me paraît une très très bonne chose à faire. Thierry Bigot, quel est l'impact des réseaux sociaux sur les angoisses des jeunes, sur leur santé mentale en général ? Est-ce que Dans notre pratique, il est important. Est-ce qu'il faudrait supprimer Instagram de nos téléphones pour aller mieux, tout simplement ? Non, je suis pas J'ai vu Gabriel Attal voulait interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans. Donc je ne suis pas partisan d'interdiction comme ça, simplement d'avoir une prise de conscience des dangers. Mais pourquoi c'est dangereux ? Parce que c'est angoissant, toutes ces nouvelles qui arrivent sur le téléphone ? Moi-même, ça m'angoisse parfois. Alors, il y a les nouvelles, parce qu'effectivement, parmi les facteurs qui contribuent au mal-être des étudiants, si on revient aux étudiants, il y a les angoisses par rapport à l'avenir. Le climat aussi, ça l'angoisse. Absolument, le climat actuellement. Les guerres. La Covid a été un espèce de facteur aussi déclencheur et précipitant finalement un certain nombre de choses. C'est pas étonnant que ça continue à augmenter les difficultés des étudiants, parce que finalement beaucoup de personnes se disent c'est pas dans ce monde-là que j'ai envie de vivre, et avec un questionnement du coup comment vivre, existentiel, un questionnement très existentiel. Les étudiants même on avait vu ça avec Jeanne, les bifurqueurs, c'est-à-dire des étudiants qui faisaient des écoles d'ingénieurs, d'agronomie, HEC, centrale, et puis qui décidaient de tout laisser tomber pour aller sauver le monde finalement. Complètement. Donc ça, pour revenir sur les réseaux sociaux, quand même, puisque c'était la question initiale, les réseaux sociaux font partie, jouent un rôle surtout dans la comparaison. Enfin, on a énormément d'étudiants. J'ai vu une jeune femme étudiante qui était complètement abattue, avec des idées suicidaires, au regard d'un discours dans les réseaux sociaux la concernant, qu'elle ne comprenait pas, qui était totalement... C'est-à-dire des critiques Des critiques. Alors, c'était pas forcément du harcèlement là, ça peut être le cas, bien sûr, mais c'était pas forcément du harcèlement là, mais ça la renvoyait à un sentiment du coup d'isolement, l'impression d'être de plus en plus seul. Paradoxalement, les réseaux sociaux vous font sentir de plus en plus seul. Pourtant, on communique en quelques secondes. Complètement. Certains jeunes me disent oui, mais comme on doit avoir la réponse tout de suite sur WhatsApp, par exemple, on envoie un message. Alors si la personne ne répond pas, c'est très angoissant. Ça génère des attentes. Ça génère des attentes qui ne sont pas comblées, et ça peut générer aussi des grandes frustrations finalement. Cette question de solitude, elle est vraiment prédominante dans nos études. Vraiment, le sentiment de solitude ressenti par les étudiants est associé à une multiplication par 4 du risque de comportement suicidaire.
Ça peut paraître paradoxal parce qu'ils sont sur les campus, au milieu d'autres étudiants, parce qu'ils ont les réseaux sociaux. Et on est surtout sur des groupes WhatsApp toute la journée. Oui, donc, mais voilà, donc on mais est, on quand est même seul, au on est final. quand même en contact. Mais ce qu'ils nous disent, au fond, c'est qu'ils se sentent très seuls et que ça participe à leur pensée suicidaire. Donc vous voulez ajouter quelque chose? Et puis via les réseaux sociaux, on est dans des liens mais très liés à l'image, au narcissisme. Et les jeunes et étudiants, il y a une quête, une construction, une quête identitaire, une quête narcissique. Et pour les réseaux, il y a cette comparaison constante, cette quelque part intolérance plus en plus grande vis-à-vis de la frustration, or qu'elle est nécessaire. Donc le fonctionnement des réseaux sociaux peut ramener à des problématiques qui ne sont pas forcément aidantes à cette tranche d'âge-là, où on a besoin d'apprendre à attendre, à ne pas que se comparer par rapport à l'image de l'autre, mais que des choses un peu plus autres. Donc ça peut participer au mal-être et à l'accroissement d'idées suicidaires, d'une souffrance en tout cas. Oui, c'est très frustrant. Moi, je raconte aux enfants, oui, on envoyait une lettre et puis il fallait attendre 2 jours pour avoir la réponse. Oui, c'est ça. Et là, aujourd'hui, on envoie un message et il n'a pas répondu au bout de 10 minutes. Et je vois que les jeunes parlent beaucoup de ça, me disent de la frustration. On passe d'une société du désir à une société du besoin, un peu comme la toxicomanie, comme les addictions. Ça devient très addictif. Oui, c'est ça. Tout de suite maintenant. Ça capture aussi leur attention. Il y a quelque chose de cet ordre-là, où ça les coupe un peu du réel. Voilà, quand on passe des heures sur TikTok, eh bien, on n'est pas du tout présent au moment où on est, à l'endroit où on est. Et ça participe aussi, je pense, à cette perte de contact un peu avec la réalité, de ne pas s'amarrer à la réalité. Je pense que là, il y a un effet négatif. Alors, les réseaux sociaux ont quand même le côté positif d'être en contact avec ses amis, sa famille, de façon quand même... Oui, mais c'est un petit peu artificiel, finalement. Oui, mais c'est aussi positif quand même. Voilà, donc, c'est pas tant les réseaux sociaux eux-mêmes que l'utilisation qu'on en fait, et la surutilisation qu'en font certains jeunes. Et bien sûr, les GAFAM développent des produits très addictifs, parce que plus on reste longtemps... Même addictifs pour nous. Ben oui, voilà, donc on voit bien de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous proposez concrètement aux jeunes de Paris et l'Île-de-France qui ont des problèmes d'addiction, des problèmes des tentatives de suicide, de scarification, enfin tout, voire de phobie scolaire? Qu'est-ce que vous pouvez proposer aux familles qui sont confrontées à ça? Ça dépend des problématiques. Pour les questions d'addiction, il y a les consultations jeunes consommateurs, qui sont des centres gratuits, anonymes, qui dépendent de centres d'addiction pour adultes, mais qui sont des centres spécifiques pour l'accueil des jeunes, pour les problématiques pour des jeunes. Ceux qui sont confrontés aux addictions, aux drogues. Addictions, qui sont en difficulté avec leur consommation, qui sont en questionnement même vis-à-vis de leur consommation, qui ne sont pas forcément addicts, puisque l'addiction, ça s'installe sur des années. Pour les questions des idées suicidaires, il y a notre centre, le centre de prévention du suicide, qui accueillons toutes les personnes à partir de 16 ans en crise psychique, en crise suicidaire. Est-ce qu'on peut donner l'adresse ou C'est au 3 rue Jean-Baptiste Dumay dans le 20e. C'est anonyme, gratuit. On a la chance de pouvoir accueillir rapidement, voire immédiatement des personnes, parce que pour répondre à des personnes en crise. On accueille aussi des personnes qui ont fait une tentative de suicide. Voilà. On propose aussi des consultations entourage pour les parents inquiets ou en questionnement, ce que font aussi les consultations jeunes consommateurs. Ils font aussi des consultations entourage. Donc chaque centre a un petit peu ses spécificités. Oui, parce qu'il y a le jeune et puis il y a la famille qui est souvent un petit peu... ne sait pas quoi faire, désarmée. Qui peut être ressource aussi. Si elle le souhaite et si au vu du fonctionnement familial c'est possible, elle peut aussi être une aide pour son jeune. Est-ce qu'il y a, on parle souvent du mal-être, de la psychiatrie qui est très mal en point en France, enfin c'est connu. Est-ce qu'il y a assez, alors sans doute me dire non, mais pour un jeune qui a besoin de faire un séjour dans une clinique psychiatrique, est-ce que ça se fait encore? Est-ce qu'on peut encore faire des séjours? Alors peut-être je vais m'adresser à Thierry Bigot, vous êtes psychiatre. Oui. Comment ça se passe? D'hospitalisation. Voilà, c'est ça. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut, à la demande d'un tiers, encore faire hospitaliser un de ses enfants? Ça c'est toujours possible, mais dans des unités spéciales qui sont sectorisées. Il n'y a qu'une seule clinique privée en région parisienne qui accueille des hospitalisations sous contrainte, mais sinon c'est que les services de secteur qui sont surchargés, mais c'est invraisemblable. C'est que j'étais de garde encore il y a quelques jours et un patient qu'on devait hospitaliser sous contrainte avec
Donc là, il faut le mot de la famille, des parents. Comment ça se passe? Il faut une demande, effectivement, de la famille, un certificat médical et un deuxième qui est dans les 24 heures. Oui. En général, il y a 2 certificats médicaux. Enfin, bon, il y a plusieurs modalités, peu importe. Oui. Et donc, le patient peut être, du coup, adressé et soigné en soins, donc sous contrainte, contre son gré. À la demande des familles, parce qu'il faut être honnête, beaucoup de tiers. Il y a beaucoup de jeunes, évidemment, qui sont, lorsqu'on est dans une crise, je sais pas, on est un peu dans le déni, évidemment, on n'a pas forcément envie d'être interné. S'il y a vraiment besoin d'une hospitalisation, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui deviennent de plus en plus d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ça dépend de quel niveau on se situe. Il y a des réelles décompensations psychiatriques, donc une rupture d'équilibre complète, avec une perte de contact avec la réalité, des éléments délirants, etc., qui peuvent nécessiter effectivement une hospitalisation sous contrainte, mais pas beaucoup d'étudiants, c'est pas du tout ça, hein, ça va pas forcément à ce niveau-là, et c'est souvent assez traumatisant pour eux de se retrouver pour premier contact avec la psychiatrie. Dans une clinique psychiatrique. Surtout dans le cadre de soins sous contrainte. Oui. Avec des patients qui sont quand même très lourds et c'est très difficile. Christophe Souriau, vous êtes chercheur, hein, je le rappelle. Moi, lorsque je regarde les chiffres, la France est vraiment, a vraiment le plus fort taux. On consomme beaucoup de médicaments, on se suicide beaucoup. Par rapport à d'autres pays, quelle est la spécificité de la France? Pourquoi la France a pourtant, je n'ai pas l'impression qu'on soit si malheureux. Non, personne n'a de réponse vraiment à ça. Et c'est vrai quand on se compare aux autres pays, notamment européens, on a tendance à avoir des chiffres un peu plus importants que dans certains pays. Voilà, les étudiants français ne sont pas forcément... on a quand même un système scolaire qui quand même tient la route, qui n'est pas très cher, avec pas mal d'infrastructures par rapport à d'autres pays. Il n'y a pas de raison évidente, mais ça me donne l'occasion de souligner un point, parce que là, on est avec des soignants qui voient donc arriver les jeunes dans leur consultation. Nos études de population qu'on fait maintenant depuis plus de 10 ans à Bordeaux, où on voit tous les étudiants dans nos échantillons, montrent bien que ceux qui arrivent à aller demander de l'aide, à aller en consultation, sont une toute petite minorité par rapport au reste de la population. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne vont pas bien du tout, mais qui ne savent même pas comment aller chercher de l'aide, qui n'arrivent même pas à franchir le pas et aller à une consultation. Donc ça, il faut en avoir conscience aussi. Et c'est lié, je pense, beaucoup à des problèmes de connaissance. Voilà, on a un niveau de connaissance sur la santé mentale qui est relativement bas en France, dans d'autres pays, et qui est également bas chez les étudiants. Et donc, je pense quand même qu'une des perspectives pour avancer, c'est d'améliorer nos connaissances sur ces questions de santé mentale, sur sa propre santé mentale, mieux comprendre le jeu des émotions. Voilà, ça permettrait quand même d'éviter un certain nombre de situations critiques qui ensuite vont se retrouver en stigmatisation aussi. Oui, exactement, et sortir de la stigmatisation. Et vous êtes optimiste pour l'avenir ? Par définition, oui. Voilà, c'est en tout cas actif. Et ça, c'est une des pistes qu'on explore. C'est comment faire en sorte que les jeunes s'emparent de la question de santé mentale et de leur propre santé mentale. Voilà, acceptent de l'évaluer, se rendent compte un peu où ils en sont, pour savoir à quel moment ils ont besoin d'aller chercher de l'aide. Ne pas aller en chercher de façon inutile aussi, parce qu'il y a très peu de ressources. Oui, ne pas forcément abuser de médicaments. Exactement. Cette aide. Et comment la trouver, voilà, c'est quand même un élément très très important. C'est un peu l'objet de notre réseau, qui est un réseau de soins pour justement des professionnels qui essayent de mettre en lien les professionnels qui s'occupent d'étudiants, de recenser déjà les structures, de pouvoir les mettre en lien, de favoriser un travail réel de réseau qui est fondamental dans la prise en charge des étudiants. C'est un maillage. Oui, et de savoir qu'il y a des adresses pour les étudiants spécifiques. Qu'est-ce que font chacun ? Qu'est-ce que fait chacun ? Et puis plus on se connaît, plus c'est facile. Donc plus on s'adresse des personnes, on dit bah, tiens, on peut penser à telle structure, etc. C'est beaucoup plus facile et ça rassure les étudiants qui se sentent à ce moment-là beaucoup plus portés. C'est vraiment le. De dire qu'ils ne sont pas seuls. De respect. Connaître les dispositifs. Dernière de question, soins. si vous avez peut-être une adresse ou un numéro de téléphone à faire connaître pour les familles qui sont confrontées à. Sur la question du suicide, il y a le 3114 qui s'adresse aussi bien aux personnes qui ont des idées suicidaires qu'à leur entourage et qu'aux professionnels.
aussi, le 3114. Le 3114, c'est le numéro à retenir. Ouais, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Et puis vous rappeliez aussi l'adresse à Paris, dans le 20e, où lorsqu'on a des idées suicidaires et qu'on est étudiant, on peut venir. Peut-être vous rappeler le l'adresse centre du prévention du suicide où je travaille, qui est au 3 rue Jean-Baptiste Dumay. dans le 20e. Voilà, merci beaucoup. Merci donc Thierry Bigot, psychiatre à l'Hôtel Dieu et vice-président de l'association Respect, un réseau de soins psy pour les étudiants. Thibaut Graveran, psychologue au Centre de prévention du suicide. Et Christophe Touriot, vous êtes chercheur en santé des populations. Bien sûr, Jeanne Patureau, journaliste au Figaro étudiant. Et merci à tous de votre écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une autre émission de Paris d'École.